Dragon Ball Daima tente tant bien que mal de mettre le feu au niveau de sa communication avec un troisième trailer qui nous a été présenté il y a de cela moins de 24 heures, accompagné de diverses news, visuelles, textuelles, et il se pourrait que l'anime Daima rebondisse sur cette phase assez forte de sa communication dès ce week-end même avec sa présence lors d'un panel relativement dédié en convention Jump Victory Carnival. L'anime Daima est actuellement présent au QG de Fuji TV qui le diffusera en télévision au Japon sur l'île d'Odaiba, et Daima sera de nouveau à retrouver au format d'exposition cette fois-ci à la San Diego Comic Con du 24 au 28 juillet. Mais c'est alors que l'on apprend, non sans surprise, que en coulisses, du côté des ayants droit, ceux qui lancent les productions, les créations, les animés Dragon Ball, ça va pas fort, et c'est encore pire depuis la perte d'Akira Toriyama. Salut les devins, c'est Saikyo. On va se décortiquer tout ça avec un article de presse publié par le magazine japonais Toyo Keizai. Je vous le lis en bloc et fais le décryptage ensuite. Une nouvelle série animée Dragon Ball Daima débutera à l'automne 2024. Ce n'est pas spécifié ici, mais il a été dit hier que ce serait pour octobre. L'article de presse nous dit: bataille pour les droits après la mort de l'auteur, la frénésie et le chaos autour de l'argent que rapporte Dragon Ball. Depuis le début de sa diffusion en série animée en 1984, Dragon Ball est resté une propriété intellectuelle très lucrative, qui continue de captiver les gens. Selon la société de recherche d'applications Sensor Tower, les deux jeux mobiles Dragon Ball, dont Dokkan Battle, lancés en 2015, ont dépassé un revenu total mondial de 5 milliards de dollars et non de yens en février 2024. Le film Dragon Ball Super Super Hero, sorti en 2022, a atteint des recettes mondiales de 13 milliards de yens. En Arabie Saoudite, un parc à thème d'une taille comparable à celui de Tokyo Disneyland devrait également être construit. En mars, l'auteur originel Akira Toriyama est décédé, au grand regret de beaucoup. Cependant, l'élan de Dragon Ball ne montre aucun signe de ralentissement et continue de s'accélérer dans le monde entier. En ce qui concerne son attrait, les personnes concernées sont unanimes. C'est la simplicité. Lorsque nous avons analysé les raisons pour lesquelles les jeux sont devenus des succès en Amérique du Nord, il me semble que la simplicité du combattons pour voir qui est le plus fort, que l'on peut apprécier sans trop réfléchir et trouver un écho auprès des gens, a déclaré un haut placé du groupe Bandai Namco. Grand tumulte suite à la prise d'indépendance d'un responsable. L'année dernière, un incident a provoqué un tollé dans l'industrie. En mai 2023, Akio Yoku, ancien responsable de la Dragon Ball Room de Shueisha, a pris son indépendance avec plusieurs subordonnés et a créé une nouvelle société, Capsule Corporation Tokyo, nommée d'après une entreprise fictive apparaissant dans la série Dragon Ball, et dans la vie réelle, elle a pour but de gérer les activités créatives et de s'occuper des droits de propriétés intellectuelles. Parenthèse, un ancien article nous disait que cela concernait les propriétés en matière de format d'animation et de jeux vidéo, c'était l'objectif. Je poursuis, Monsieur Yoku a pris la tête de la Dragon Ball Room en 2016 après avoir été rédacteur en chef du magazine V-Jump. Un employé de Shueisha témoigne. Sans consulter ses supérieurs, Monsieur Iyoku a décidé unilatéralement de faire une adaptation cinématographique de Sandland de Toriyama Sensei. Il s'est toujours attaché à servir l'auteur pour le meilleur et le pire. En même temps, les sociétés de production d'animés et les chaînes de télévision ont critiqué son attitude condescendante. Les collaborations avec le métaverse et l'intelligence artificielle attendues par les hauts responsables ne progressaient pas. En conséquence, en 2022, il est réaffecté à un nouveau département commercial. Cette mutation inopportune est devenue l'élément déclencheur et en l'espace d'une année, Iyoku est devenu indépendant. Prenant le rôle de porte-parole de Toriyama au nom de Shueisha, les actions d'Iyoku ont augmenté le risque que Shueisha perde ses droits sur Dragon Ball. Toriyama Sensei n'était pas non plus satisfait de la mise à l'écart d'Akio Yoku, car c'est en lui qu'il avait le plus confiance. Le président de Shueisha, Marue Oriuchi, s'est même rendu directement à la résidence de Toriyama dans la préfecture d'Aichi, mais il n'a pas réussi à le persuader de rester, a déclaré cet employé témoignant depuis la société Shueisha. Cela a mis Bandai Namco, qui avait fait fortune avec des jeux comme Dokkan Battle, dans une position difficile. De leur dire, Iyoku, qui était le porte-parole de Toriyama Sensei, est devenu indépendant. Mais les droits du manga étaient toujours gérés par Shueisha. Il n'était pas évident de savoir qui consulter pour les questions liées à l'œuvre originale. Les réunions concernant Dragon Ball étaient organisées de manière très vague, toutes les parties concernées étant invitées, ce qui incluait subtilement les représentants d'Iyoku et de Shueisha, rendant la coordination extrêmement stressante. Propos également issus d'un témoignage d'un employé de chez Bandai Namco.
Le décès d'Akira Toriyama est survenu au milieu de cette bataille sur les droits. Les discussions se sont poursuivies en l'absence de l'auteur originel et ne sont toujours pas résolues, a déclaré un employé de Shueisha. Certains cadres de l'industrie envisagent une résolution impliquant la famille d'Akira Toriyama, en disant, je cite, « Cela dépend de ce que la famille en pense. La question reste de savoir qui prendra finalement la tête de la gestion de cette énorme propriété intellectuelle. L'avenir de cette bataille enlisée, qui n'est pas digne d'un manga shonen, reste incertain. » Interview réalisée par Soichiro Morita dans le magazine Weekly Toyo Keizai. Traduit en anglais par Supa Chronicle sur Twitter et ramené en français par mes propres soins. Vous l'avez remarqué, c'est un énormissime morceau, et minimiser cette situation reviendrait à passer à côté du sujet majeur qui se trame en fond concernant Dragon Ball. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter de ces sujets, je vous mettrai quelques vidéos en lien dans la zone description, que cela soit Akio Yoku qui partait en indépendance pour récupérer les droits, un peu par magie, des formats d'animation et des jeux vidéo, délaissant le manga comme s'il était le vilain petit canard Shueisha, et on se retrouve avec une multitude d'acteurs. Je vais les replacer pour que chacun et chacune puisse y voir clair. La société Shueisha est celle qui édite historiquement depuis les premiers jours le manga Dragon Ball. La version papier au Japon, c'est eux, et la manière dont ça arrive jusqu'à nous, par exemple en France via Glénat, c'est le fruit d'une collaboration étroite. Glénat, l'éditeur français, et Shueisha, l'éditeur japonais. Ce même éditeur est détenteur de la propriété intellectuelle, avec l'auteur évidemment, et décide ensuite d'avoir des produits dérivés. L'anime, la majorité du temps, est considéré comme un produit dérivé. C'est paradoxal car la plupart d'entre nous préfèrent les animés au manga, ce qui n'est pas mon cas, vous le savez, mais le grand public favorise ces formats d'animation qui sont considérés pour leur majorité comme produits dérivés. C'est la société, dans ce cas-là Shueisha pour Dragon Ball, qui décide de se rapprocher d'autres acteurs du milieu pour qu'ils puissent exploiter la propriété intellectuelle et concrètement en faire des films, un animé ou des séries animées, des épisodes spéciaux. Ce qui fait qu'une société comme Toei Animation se retrouve en charge de créer un animé, se retrouve également partiellement en possession d'une forme de propriété intellectuelle, et ces deux sociétés peuvent être démarchées pour créer à nouveau des produits dérivés. Généralement, Toei Animation et Shueisha fonctionnent plus ou moins conjointement, jusqu'à en arriver à la création de la fameuse Dragon Ball Room en 2015 voire 2016, qui avait mis à sa tête Akio Yoku qui bossait pour la société Shueisha, cette cellule spéciale qui avait pour but de rassembler les divers acteurs du marché, depuis la racine Shueisha le manga jusqu'aux acteurs de l'anime Toei Animation, mais aussi de toutes les branches en mesure de créer des goodies, des jeux vidéo et autres, pour se mettre d'accord sur les futures lignes à exploiter, mener des études de marché, mener des négociations et en arriver à l'expansion locale au Japon mais aussi mondiale de Dragon Ball. Ce qui veut dire que d'autres acteurs sont depuis de très longues années, mais ça a été renforcé de manière contemporaine, dans le cercle de création de Dragon Ball et l'exploitation encore une fois de sa propriété intellectuelle. En première ligne, on peut évidemment penser à Bandai Namco, cité à quelques reprises dans cet article. Bandai Namco qui est principalement une société éditrice de jeux vidéo, et lorsqu'il revient d'exploiter la propriété intellectuelle et de savoir quelles sont les bornes prédéfinies, ils ont besoin de se tourner vers un acteur du secteur. Jusqu'à présent, Bandai Namco se tournait principalement vers Toei Animation, d'où le fait que les éléments issus du manga Dragon Ball Super sont extrêmement rares en jeu vidéo. On a vu que Sparking Zero va glisser 2-3 attaques issues du manga, on a vu que le jeu Super Dragon Ball Heroes peut mettre le Hakai de Goku et ce genre de choses, mais c'est pas si facile que ça lorsqu'il faut envoyer par exemple des créations de Toyotaro, du Granola, du Moro, qu'il faut insérer du Vegeta Ultra Ego, c'est plus du tout la même limonade, parce que là ça revient à négocier directement avec Shueisha. Cette vision que je vous propose est très vulgarisée car il y a des allers-retours incessants dans tous les sens. Évidemment que Shueisha a un énorme droit de regard sur ce que fait Toei Animation vis-à-vis des créations en jeux vidéo, mais Bandai Namco a pour interlocuteur principal Toei Animation. Dans ce cas-là, on pourrait plutôt parler d'une supervision de Shueisha qui donne un accord préalable au lancement des projets, à leur validation au final, et qui va veiller au bon déroulement de chacun des process, mais qui mettra moins les mains dans l'opérationnel lorsqu'il s'agit d'un jeu. On ajoute à cela la volonté de l'auteur originel, celui-ci nous a tristement quittés en mars dernier,
et désormais sa succession, à savoir sa famille. En plus de porter le deuil, elle doit mettre le nez dans diverses négociations sur la reprise de l'Empire Dragon Ball. Cela pose un cadre sur les parties prenantes à cette histoire. Comme émis au préalable dans de nombreuses vidéos, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais camp. À la limite, s'il y en avait un, c'était celui d'Akira Toriyama. Si on veut avoir du cœur, on peut se dire que c'est celui de sa famille. Nul d'entre nous ne connaissent réellement leurs intentions aujourd'hui. Pour le reste, c'est des femmes et des hommes d'affaires face à d'autres femmes et hommes d'affaires. C'est pour cela que j'éviterai de prendre l'un ou l'autre des partis. Sauf si des éléments probants viennent à notre attention, ce qui n'est pas formellement le cas dans cet article-là. Chacun défend ses intérêts, c'est relativement normal. Il y a de quoi étonner, voire choquer un petit peu lorsque l'on apprend que Akio aurait pu être condescendant, lorsque l'on apprend qu'il est parti tout seul, mais on peut aussi être rassuré le concernant quand l'on sait qu'Akira Toriyama faisait seulement confiance en lui, que c'est lui qui a permis par exemple à avoir du Sandland débarquer. On sait qu'il est à l'initiative de Dragon Ball Daima, c'est évident, non pas sur le plan artistique mais sur le plan plutôt commercial, celui qui est sa posture de producteur et donc d'ayant droit, c'est très souvent lui qui a permis de convaincre Akira Toriyama de lancer un nouveau projet, de s'impliquer dans l'un qui était existant, de le reprendre en main tout comme Daima et d'avoir des projets Dragon Ball qui tiennent plus ou moins la route. Cela reste soumis à votre propre analyse. C'est vraiment une bataille d'ayant droit plus ou moins légitime. Chacun essaye de sauver sa peau, chacun essaye de sauver son empire, chacun essaye de sauver sa poule aux œufs d'or et chacun essaye de sauver son emploi, comme tout le monde le ferait dans la vie courante. Sauf qu'évidemment, lorsque trône par-dessus cela la funeste nouvelle du décès d'Akira Toriyama, ça ternit complètement la situation, du moins de notre point de vue extérieur. Si nuance on pouvait apporter à cela, ce serait de dire que ce conflit en interne avait commencé avant qu'Akira Toriyama ne soit plus parmi nous. C'était une bataille qui était menée en amont. Ce qui m'avait mené d'ailleurs à théoriser sur le fait, il y a de cela quelques vidéos en arrière, que ce départ en solo, en indépendance d'Akio créant une nouvelle société Capsule Corporation Tokyo, voulant s'attribuer les droits de gestion de propriété intellectuelle, de formats d'animation et de jeux vidéo à la place de Shueisha, qu'elle l'a toujours fait de plein droit depuis 1984, c'était probablement stratégique, voulu, évidemment par Akio pour sauver ses petites miches, mais aussi et probablement, je ne fais que supposer, d'un commun accord avec Akira Toriyama. Au point tel que lorsque le boss de Shueisha se rend au domicile de Toriyama, c'est pour dire quand même l'importance de Dragon Ball et le respect qu'il y a pour son auteur, ce dernier ne lui a pas claqué la porte au nez, mais il a décliné totalement sa proposition. Je suppose que de gros chèques ont dû être alignés et qu'Akira Toriyama a dit non, je continue le chemin fidèlement avec mon ami, mon bras droit, Akio Iyoku. Il y a forcément des raisons à cela, dont l'une étant celle qui a marqué la fin du tournoi du pouvoir, qui a ouvert les yeux à Jiren, à savoir la confiance. Celle-ci était totalement indéfectible du vivant d'Akira Toriyama et le liant profondément à Kyoyoku, à voir si ce dernier est toujours dans le respect de la volonté d'Akira Toriyama alors qu'il n'est plus. Pour tout homme voulant se mettre à l'abri, lui et ses futures générations, il serait aisé de vouloir miser à tout prix sur Dragon Ball, peu importe ce que cela donnera pour les fans et en termes de qualité, créer au maximum possible des Sparking Zero et des animés dont tout le monde raffole, s'en mettre plein les poches et peut-être ne plus respecter son ami Akira Toriyama. Au final, pourrait-il se dire s'il est mal intentionné, il n'est plus là. Et de son vivant, il a réussi à obtenir sa confiance de A à Z, même lorsque le boss de Shueisha s'est déplacé. Akio part seul, en indépendance, d'une manière assez choquante, en tout cas pour moi ça l'est. Il ne prévient personne, il s'en va d'un coup. C'est un renversement de table, c'est littéralement un coup qu'il a mené, voulant emporter tout le magot avec lui, délaissant très facilement d'ailleurs le manga DBS. Comme par hasard, nous disait-il en interview que sa stratégie n'était plus d'avoir des animés qui adaptaient le manga, mais de s'en émanciper, d'avoir des créations originales en format d'animation. L'exemple premier ici est Dragon Ball Daima. Et si Daima arrive en manga par Toyotaru, ce sera Toyotaru et donc la Shueisha qui suivra, et non le manga qui mène la danse. Akio a dû voir à quel point l'animé DBS a pu buzzer, à quel point le film Broly aussi. Super Héros a eu ses chiffres relativement corrects, ça met la puce à l'oreille à tout être humain et encore plus à un homme d'affaires tel que lui. Dès le début de cet article, on nous parle d'une bataille pour les droits après la mort de l'auteur, mais l'article en lui-même nous dit que cette bataille avait débuté avant. En premier paragraphe, l'emphase est mise sur les revenus colossaux que rapporte Dragon Ball et encore, ce ne sont que quelques aspects. C'est certains jeux vidéo. C'est un seul film, on ne nous parle pas des revenus de Broly ou de l'animé. On nous parle du Future Park, information bonne à prendre, d'une taille comparable à celui de Tokyo Disneyland. Je n'y suis jamais allé à ce Tokyo Disneyland, mais j'ai zioté quelques vidéos, le parc a l'air assez titanesque. À voir si ça englobe l'un des deux parcs, il y a deux, un petit peu comme à Paris si vous voulez, sauf qu'il y a un Disney classique et un Disney dédié plutôt à l'environnement de la mer,
plutôt qu'au studio comme à Paris. Enfin bon, même si ça ne représente qu'un seul des deux parcs, c'est quand même assez colossal, uniquement dédié à du Dragon Ball. Le deuxième paragraphe se concentre sur le décès d'Akira Toriyama, pleuré et regretté par de nombreuses personnes. Mais l'élan, nous disent-ils, et la force de cet article est de rester pragmatique sur ses appuis, l'élan de Dragon Ball ne montre aucun signe de ralentissement. L'auteur n'est plus là, et les fans sont encore plus que jamais réunis, continuent de s'accélérer dans le monde entier. Il y a un attrait, et même sur des aspects simples, nous disent-ils, comme par exemple avec une déclaration de Bandai Namco, vous prenez pour les jeux vidéo, combattons pour voir qui est le plus fort. C'est au final la recette des 3 Budokai d'époque, des 3 Budokai Tenkaichi, les Sparking d'époque, qui trônent très souvent dans le top de la grande majorité des joueurs, alors que pourtant des propositions Dragon Ball, il y en a beaucoup. Xenoverse, Kakarot, Legacy of Goku, Dragon Ball Adventure sur Game Boy Advance, des jeux plutôt annexes façon Dragon Ball Fusion, des what if purs, mais ce qui marche le plus souvent, le plus fort, c'est les formules Budokai, Budokai Tenkaichi. Dragon Ball FighterZ a grandement marqué les esprits, c'est écrit dans le titre, c'est du combat. D'autres formats sont très respectés, évidemment Xenoverse a trouvé plus que son public, et lui aussi mise d'une part sur l'aspect combat, mais pas que. Et lorsque l'on va à la simplicité pure, comme avec le futur Sparking Zero, qui malgré tout va proposer son mode histoire, du what if, ça reste de l'arena fighting. Opposons-nous, voyons qui est le plus puissant, qui manie le mieux son personnage, et que le combat ne cesse jamais. Ayons les personnages et leurs versions les plus récentes, leur forme transformation, affrontons-nous, découvrons qui est le plus puissant. Ce n'est pas pour rien si les top puissances ont souvent raflé les premières places tendances et autres sur YouTube, notamment. Sauf que dès l'année dernière, et ça nous avait été ramené par le journal japonais Bunchen Online, un incident a provoqué un tollé dans l'industrie, nous disent-ils. Mai 2023, l'ancien responsable de la Dragon Ball Room qui part en toute indépendance avec des subordonnés, plusieurs, ce qui doit littéralement affaiblir la société Shueisha, des savoirs, des expériences, des compétences, des visions, contestables ou non, mais qui s'en vont. Tout cela pour fonder Capsule Corporation Tokyo, le nom qui s'attire la sympathie au final du grand public, en se disant ah c'est Capsule Corp, Bulma, Dr. Brief, Trunks, ça parle beaucoup plus à tout le monde que Shueisha. Début de preuve en est, dans ma zone commentaire on me parle souvent, quasi quotidiennement de cette Capsule Corp, et Shueisha est encore à ce stade, pourtant j'en parle depuis 8 ans, souvent mécomprise, souvent confondue avec Toei Animation, souvent on ne sait pas réellement ce qu'elle fait. Pour Capsule Corp, on en parle depuis à peine un an et c'est super clair. C'est extrêmement affilié Dragon Ball, donc ça donne médiatiquement une forme de légitimité à Kyoyoku pour avoir la même mise. Alors que dans les faits, pas du tout. Le type était un cadre de Shueisha qui s'en va créer sa boîte et dit bon c'est moi qui retrouve les droits. C'est en vérité inimaginable. Imaginons qu'un haut placé de chez Disney, mais un employé tout de même, parte de la société, en crée une nouvelle qu'il appelle la Mickey Mouse Corporation et dit qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien ce sera lui qui aura les droits sur Marvel, qui aura les droits sur les dessins animés Disney, qui prendra les droits sur Star Wars, mais par contre les nouveaux Star Wars ça l'intéresse pas trop parce que c'est un peu pourri. Il pourra en faire de nouveaux films, de nouvelles séries animées, de nouvelles séries live action ou encore gérer les produits dérivés jeux vidéo. Et pour le reste, eh bien, mesdames et messieurs de Disney, propriétaires de plein droit, eh bien, débrouillez-vous et allez pleurer un bon coup. C'est quelque chose qu'on ne peut pas visualiser se produire. C'est comme si cette personne n'attendait même pas que tout cela soit terminé pour nous sortir un nouveau film sur, allez pourquoi pas, Patibulaire, un jeu qui va de pair avec lui, ça fait plaisir aux fans, mais en fond, ça n'a rien de quasiment légal, ça n'a aucun fondement de légitimité, si ce n'est que l'artiste originel appuierait cette démarche. Voilà, c'est tout. C'est au-delà de toute législation, c'est au-delà de tout entendement contractuel. Je me demande quelles peuvent être les poursuites en son encontre. J'imagine qu'il a plutôt bien ficelé son coup, mais quand même, comment Shueisha pourrait-elle être contrainte à laisser partir les droits de la sorte, à les laisser lui filer entre les doigts? On a compris qu'en interne, Iyoku était moteur de beaucoup de choses. Il a permis à beaucoup de formats d'animation et jeux vidéo de voir le jour du côté de Dragon Ball, on ne peut que le remercier pour cela. Il est clairement dévoué à la licence et à son ami l'auteur, et en même temps il était réfractaire à beaucoup de choses, il ne voulait pas suivre les ordres donnés par les hauts responsables. Apparemment, on voulait se diriger du côté du métavers, de l'introduction de l'intelligence artificielle. Attention, ces termes sont diabolisés souvent à juste titre. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils allaient nous faire un Goku dénué de vie, totalement en IA, doublé par un robot et tout ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Le métavers, c'était peut-être pour les jeux, pour mélanger des choses à la Fortnite, allez savoir. En tout cas, il n'a pas suivi dans cette démarche. Je me doute qu'il y en a d'autres sur lesquels il les a laissés en plan. Et en fait, il s'est retrouvé un petit peu au placard. Réaffecté à un nouveau département commercial. C'est pour ça qu'on l'a beaucoup vu d'ailleurs pousser les œuvres. Ça lui permettait à lui de se créer une légitimité à nos yeux, de s'attirer une forme de sympathie,
Il était toujours là pour les bonnes nouvelles et jamais pour les mauvaises. Il annonçait les films super-héros, Sandland, machin, il était toujours là pour les bonnes choses. Forcément, il nous devenait sympathique. Bien que mis à l'écart en interne par Shueisha, il nous faisait les yeux doux et il n'avait pas besoin de les faire auprès d'Akira Toriyama, dont le cœur et l'esprit étaient déjà conquis par Akio Yoku d'une manière tellement ferme qu'il déclina l'offre de Shueisha déplacée chez lui. Et on se retrouve avec d'autres acteurs qui gravitent autour de cela, mais de très très près, tels que Bandai Namco, qui désormais ont légitimement peur à propos de ce dont sera fait l'avenir. S'il n'y a plus de contrat Bandai Namco Shueisha Toho Animation, c'est peut-être que Capsule Corporation va en faire de nouveau, mais vont-ils les faire encore avec Bandai Namco ? Vont-ils vouloir changer la formule et appeler un autre éditeur pour gérer les jeux vidéo Dragon Ball ? Pas forcément ceux qui préexistent, mais les nouveaux. Ce serait un énorme coup dur pour Bandai Namco, ça fait partie de ses licences les plus prisées avec Gundam et One Piece, et il y a une espèce de flou commercial et artistique pour les contrats existants, pour les projets existants. Qui s'adresse à qui ? Bandai Namco doit toquer à quelle porte ? Toho Animation, Shueisha, Capsule Corporation Tokyo, qui est en mesure de leur répondre concernant la gestion de la propriété intellectuelle Dragon Ball. Quoi intégrer ? Quoi supprimer du jeu ? À quel cahier des charges doit se plier Bandai Namco ? Si Bandai Namco et X ou Y développeurs veulent implémenter tel ou tel personnage dans un futur jeu, à qui doivent-ils s'adresser ? Qui est en mesure, en légitimité et au pouvoir pour trancher, pour donner des autorisations ou bloquer des sujets ? Pour valider un processus ou non. Il y a donc la bataille et on ne sait pas vers quoi elle peut mener. J'avais également fait ce constat-là sans savoir tout ça en vous disant, après le décès d'Akira Toriyama, on en est à un point où Dragon Ball peut avoir encore plus de produits dérivés, d'œuvres, de mangas, d'animés, de jeux vidéo que jamais, tout comme Dragon Ball pourrait s'arrêter. Peut-être que Daima et Sparking Zero seraient les dernières productions et après on n'en parle plus. Le manga actuellement en pause ne trouverait aucune issue et s'arrêterait, nous laisserait un petit peu en plan au 103e chapitre. C'est possible, ce n'est clairement pas désirable si vous êtes là à ce stade de la vidéo qui a suffisamment bien avancé. Je suppose que vous êtes des fans tout comme moi, mais c'est une possibilité. Pour moi, c'est littéralement du 50-50 à ce stade-là. Il peut en ressortir n'importe quoi, surtout que, autre partie à cette affaire, on veut inclure la famille. À mon sens, elle a tout à fait son droit de regard et de parole, à voir légalement à quel point, mais dans le cadre d'une perte et d'un deuil, il n'est pas certain du tout que la famille décide de poursuivre un empire commercial, marketing, lucratif, et peut tout simplement décider de mettre un stop, le holà à tout ça, ne pas s'en sentir capable, vouloir préserver la mémoire de l'auteur défunt, vouloir se recueillir et considérer que ce qui appartenait à Akira Toriyama doit partir avec lui. C'est une possibilité que je n'élude absolument pas. Pour relever un petit peu la tête, les 2-3 dernières phrases de l'article nous font comprendre que la bataille au final, pour le moment, mais ça peut changer à tout instant, n'est pas forcément pour savoir si ça continuera ou non, ça a l'air d'être acté. Oui. Chacun veut que ça continue, bien que ça soit un petit peu flou du côté de la famille. La question reste de savoir, nous dit l'article, que je cite à nouveau, qui prendra finalement la tête de la gestion de cette énorme propriété. Si telle est la question majeure, c'est que ils veulent continuer. L'avenir de cette bataille enlisée, qui n'est pas digne d'un manga shonen, reste incertain. C'est plus une bataille pour le lead que pour savoir si on arrête ou si on continue. De toute façon, il y a des contrats actuels à honorer. Ça c'est certain, je ne pense pas que la famille puisse tout couper là comme ça du jour au lendemain. Mais bon, elle peut mener à terme les projets actuels et couper toute liaison ensuite. Mais qu'adviendrait-il par exemple de ce fameux parc en Arabie Saoudite ? Qu'adviendrait-il de la multitude d'investissements qui n'ont pas été encore révélés au grand public pour de futurs projets? La famille d'Akira Toriyama a-t-elle besoin également de ces revenus? Va-t-elle avoir une pensée pour toutes ces personnes qui travaillent, qui ont travaillé pour elle indirectement depuis tant d'années, à tous les niveaux? Ce sont des emplois directs et des emplois induits, mais en quantité juste démentielle qu'a pu générer Dragon Ball au Japon et au travers le monde. Il y a littéralement 1001 éléments à prendre en considération dans ces discussions. J'aurais beaucoup de mal à concevoir que cette sorte de putsch de la part d'Akio Yoku puisse pleinement fonctionner. On ne sait pas qui sont ces personnes ayant conseillé de faire appel à la famille d'Akira Toriyama. Dans ce genre de cas, les idées sont souvent très dirigées. Si ces personnes font appel à la famille, c'est qu'ils connaissent le poids de leur légitimité à trancher. Peut-être également la direction que prennent leurs pensées. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais si ce sont des personnes chez Shueisha qui ont dit cela et Bandai Namco, en sachant que la famille était plutôt pour rester sur ce qui marchait jusqu'à présent plutôt que d'aller avec Akio Yoku, forcément ils vont conseiller de faire appel à la famille. J'aimerais connaître le degré de partialité de ces personnes. Elles sont nommées comme certains cadres de l'industrie. C'est assez maigre, me direz-vous. En tout cas, et en guise de conclusion, je pense profondément que la sphère publique va être grandement occupée du côté de Dragon Ball par l'anime Daima, par le jeu Sparking Zero,
Et heureusement pour les ayants droit qu'ils ont ça pour temporiser, pour trouver le temps d'en sortir par le haut, je l'espère. Et en même temps, le temps tourne, le temps presse, il va falloir s'organiser, que chacun puisse avoir la part de ce gâteau. Mais le combat actuel a plutôt l'air d'être pour s'accaparer le gâteau entièrement. Et je ne pense pas qu'ils pourront s'en sortir ainsi. Shueisha risque d'y laisser des plumes. Akio-yoku devrait en sortir gagnant, mais devra probablement également revoir ses ambitions un minimum à la baisse, un peu plus réaliste et surtout conforme aux législations en vigueur. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'un acteur tel que Bandai Namco trouvera vite son nouvel interlocuteur, à condition qu'il lui en reste un, qu'un Akio-yoku ne décide pas d'appeler une autre société, d'autres éditeurs et développeurs pour les prochains jeux Dragon Ball. Sparking Zero étant commercialement plus que prometteur, cela devrait illuminer les yeux d'Akio-yoku pour continuer avec Bandai Namco, mais il y a d'autres jeux Dragon Ball qui ont été plutôt moyens ou se sont vautrés aussi. Je disais donc que l'on a ces gros morceaux Daima et Sparking Zero qui vont nous alimenter. On ne devrait donc pas trop voir de scission, mais en interne, je pense que le temps est comme figé. Preuve en est, peut-être, via cette pause que prend le manga, il est difficile de déterminer si Shueisha peut partir en indépendance sur ce manga-là. Est-ce qu'ils peuvent relancer leurs propres histoires et au final on va se retrouver avec des multitudes d'histoires, en animé, en jeu vidéo, en manga. Chacun aura ses directions, il n'y aura plus de vision commune pour Dragon Ball, mais des visions différentes, toutes officielles. Il deviendra difficile de parler de canon vu que l'auteur n'est plus là. En redéfinir les contours sera extrêmement difficile aussi à l'avenir, mais bon, on va composer avec tant que faire se peut. Toutes ces incertitudes dont on prend conscience via cet article vont se régler, je l'espère, dans l'ombre, vont probablement prendre un grand temps à l'être. Je ne pense pas que cela soit une affaire d'une poignée de jours, mais ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça ne m'étonnerait pas que le stade à minima de l'année soit pris, que cette machine Dragon Ball qui tournera à bas régime puisse reprendre pleinement avec des projets d'ambition. C'est une grande inconnue quant à l'avenir de Dragon Ball. Super, Daima, les jeux vidéo, le manga, la volonté de bien faire est toujours là, mais quand il y a des histoires de gros sous derrière, déjà quand il y a des histoires de petits sous, on le voit au quotidien dans la vie, ça peut être très vite bloquant. Alors imaginez, à ces niveaux-là, une drôle de partie d'échecs se joue, certaines réalités se perdent, probablement comme le décès de l'auteur, l'inclusion potentielle de la famille de ce dernier au cœur du propos est probablement une bonne idée, peu importe qu'il décide de tout couper, qu'il décide de poursuivre avec telle ou telle partie prenante, leur décision sera respectée. Comptez sur cette même chaîne YouTube dès que l'on en sait plus. Pour le moment, profitons des projets actuels et voyons ce vers quoi l'avenir nous mène. Daima et Sparking Zero vont nous être proposés et ce dès ce mois d'octobre 2024. Ça va être assez fou. Un petit mot de passe pour l'occasion d'une vidéo si longue à nouveau, on va mettre Iyoku le voyou. Il part à contresens comme un bandit des grands chemins face à Shueisha pour obtenir les droits de Dragon Ball. On verra bien si ce vent est bon et fructueux pour lui ou non. N'hésitez pas à me l'inscrire en zone commentaire si vous êtes resté jusque là. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.